Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire de la série offerte par la Société Santé en français. Mon nom est Nathalie Boivin, je suis agente des communications et de mobilisation des connaissances à la Société Santé en français et il me fait plaisir d'être l'animatrice de ce webinaire aujourd'hui intitulé « Pédiatrie sociale en communauté ». Alors, quelques mots d'abord portant sur la Société Santé en français. La Société Santé en français, c'est un mouvement national mobilisateur qui, par la force de ses 16 réseaux provinciaux, territoriaux et régionaux, a pour objectif de promouvoir le développement de la santé en français des communautés francophones et acadiennes vivant en situation de minorité linguistique au Canada. 2 séries de webinaires sont offertes, soit découverte ou développement professionnel. Le webinaire d'aujourd'hui s'inscrit dans la série Découverte puisqu'il vise à vous faire connaître une initiative de pédiatrie sociale en communauté. L'objectif des webinaires, offrir un meilleur accès aux nouvelles connaissances, faciliter la prise de décision éclairée par les données probantes et favoriser les interactions entre producteurs et utilisateurs de connaissances. Vous avez reçu la fiche d'inscription, vous avez pu lire une brève description du webinaire d'aujourd'hui. Je vous dirai simplement qu'il vous permettra d'apprendre ce qu'est la pédiatrie sociale en communauté et de recueillir ou d'entendre l'expérience d'une praticienne de pédiatrie sociale en communauté. Et justement, notre conférencière du jour, Dr. Hélène Deschênes, est originaire de la très belle ville de Québec. Elle a fait ses études à l'Université de Sherbrooke en médecine et à partir de 1998, elle a travaillé comme pédiatre générale à Moncton, au Nouveau-Brunswick, au sein du réseau de santé Vitalité. Elle a aussi été responsable du programme provincial pour les gens atteints de phénylcétonurie pendant plusieurs années. Dr. Deschênes fut particulièrement touchée par les besoins multiples des enfants vivant en situation de vulnérabilité et devant les droits bafoués de ces derniers, elle a sollicité la province du Nouveau-Brunswick à ouvrir ses portes à la pédiatrie sociale en communauté. Elle a ainsi obtenu le premier poste de pédiatre social au Nouveau-Brunswick. De plus, Dr. Deschênes est aussi professeur d'enseignement clinique à la faculté de médecine de l'Université de Moncton. Alors, avant de céder la parole à Dr. Hélène Deschênes, notre conférencière d'aujourd'hui, j'aimerais aborder quelques éléments de logistique avec vous. Donc, d'abord, soyez sans crainte. Les micros de toutes les participantes et tous les participants d'aujourd'hui sont en mode sourdine pour l'instant. Nous enlèverons la sourdine plus tard dans la période questions-réponses si vous voulez bien formuler votre question à notre conférencière du jour. Donc, au cours du séminaire, comment participer? Donc, vous voyez au bas de votre écran de l'application Zoom, vous pouvez rédiger une question en cours de webinaire en utilisant la boîte de conversation, communément appelée la chat box. Nous pourrons soit réagir à votre question sur le champ ou la garder plus tard pour la période questions et réponses. Aussi, au cours du webinaire, il y aura quelques questions de sondage interactif. Ces questions sont totalement facultatives, vos réponses sont anonymes. Vous n'avez en fait que, lorsqu'une question apparaîtra à votre écran, vous n'aurez qu'à cocher la case qui correspond à votre réponse. Aussi, souvent une question qui est formulée par les participantes et participants est celle de est-ce qu'on va avoir accès à la présentation de la conférencière? Et oui, effectivement, Dr. Hélène Deschênes a accepté de partager sa présentation PowerPoint. Donc, vous verrez que la semaine prochaine, nous pourrons la déposer et vous pourrez y avoir accès.
Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé du sondage interactif en cours de webinaire. On va passer tout de suite à une première question de sondage interactif. Vous la voyez apparaître à votre écran. La question est la suivante. Connaissez-vous la pédiatrie sociale en communauté? Alors, vous pouvez répondre soit pas du tout, un peu, moyennement ou bien, très bien. Alors, vous pouvez cocher maintenant votre choix de réponse qui vous correspond à votre situation. Alors, pendant que vous votez et que les réponses se compilent, je peux peut-être vous informer que c'est très intéressant de constater qu'en direct ce midi, nous avons des participantes et des participants qui nous viennent d'à peu près toutes les provinces et territoires au Canada. Alors, voyez, Madame Deschênes, vous allez être contente d'entendre que 32% des participants n'ont pas du tout entendu parler de pédiatrie sociale en communauté, 34% un peu, 24% moyennement et 10% des gens connaissent la pédiatrie sociale en communauté. Donc, c'est excellent. Ça nous donne un bon portrait de qui est derrière l'écran. Maintenant, je vais céder la parole à notre conférencière du jour, Dr. Hélène Deschênes, et vous remarquerez qu'en début de présentation, nous aurons une brève intervention de la part de Estelle Lantaigne, directrice générale du réseau Action Organisation des services pour la Société Santé et Mieux-être en français du Canada, du Nouveau-Brunswick, excusez-moi. Alors, mesdames, je vous cède la place et à vous. Merci. Mais merci, Nathalie. Je ne sais pas, Dr. Deschênes, si vous voulez partager l'écran déjà. Ça s'en vient. Ça s'en vient, ça s'en vient. C'est bon. Bien, merci beaucoup, Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais faire une très courte introduction pour vous présenter certains éléments de contexte au niveau de l'implantation du modèle de pédiatrie sociale en communauté au Nouveau-Brunswick. Donc, l'approche de pédiatrie sociale en communauté, comme vous le savez probablement déjà, est originaire du Québec par la fondation du Dr. Gilles Julien. Et l'approche est venue s'installer tranquillement au Nouveau-Brunswick de par l'intérêt de Dr. Hélène Deschênes, mais également par l'intervention de l'Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick il y a de cela plusieurs années. Donc, il y a eu une certaine pause dans le processus. L'intérêt est quand même resté et environ 5 ans passés, on nous a approchés à la SMEF pour qu'on devienne partenaire dans l'initiative, avec une panoplie d'acteurs qui venaient de différents horizons, parce que la pédiatrie sociale en communauté, c'est une approche multidisciplinaire qui rejoint divers secteurs, donc la santé, le mieux-être, l'éducation, le droit des enfants, etc. Donc, on a repris le modèle du Québec et on l'a adapté à la réalité du Nouveau-Brunswick, c'est-à-dire une réalité francophone en minorité linguistique, mais également une réalité rurale. Donc, un grand pourcentage des francophones vivent en ruralité au Nouveau-Brunswick. Et même s'il y a plusieurs centres au Québec qui sont en milieu rural, la ruralité de ces centres-là ne sont pas nécessairement comparables à la ruralité qu'on observe au Nouveau-Brunswick. Donc, à la SMEF, le modèle nous a beaucoup intéressés parce que la pédiatrie sociale, c'est vraiment une approche qui est unique. C'est une approche qui est intégrée, qui facilite les liens concrets entre les systèmes et la communauté dans l'offre de services aux enfants, aux jeunes et leurs familles. Donc, c'est une approche qui est ancrée dans la communauté, qui permet de répondre aux besoins réels des familles, de s'adapter aux réalités du terrain, mais toujours en visant sur les forces de l'enfant, de sa famille et de sa communauté. Donc, vous avez sûrement déjà entendu le proverbe africain que vous pouvez voir à l'écran aussi, il faut tout un village pour élever un enfant. Et l'approche de pédiatrie sociale en communauté est beaucoup basée sur ce principe-là. Et je vais vous avouer aussi qu'il a fallu tout un village pour permettre au Centre de pédiatrie sociale du sud-est du Nouveau-Brunswick de voir le jour. Donc, une multitude de partenariats ont été créés pour ça et j'aimerais prendre le temps de nommer les premiers partenaires. Donc, il y a toujours des partenariats qui sont en voie d'être créés, mais les premiers partenaires, je voudrais les nommer parce que c'est important et je pense aussi que ça démontre la force qu'une approche collaborative peut avoir.
Donc, on a le réseau de santé Vitalité, le réseau de santé Horizon de la docteure Sarah Gender, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance, le district scolaire francophone Sud, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, le ministère du Développement social, l'Université de Moncton, le Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse, la Fondation du docteur Gilles Julien, Fidelis Droit, Centraide, le Mouvement acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick, le GRISMEJ, qui est le groupe de recherche interdisciplinaire sur la santé mentale des enfants et des jeunes, le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, le groupe Action Enfants au cœur de la communauté, la municipalité de Memramcook, l'école Abbé Landry de Memramcook et bien sûr les 3 écoles et les municipalités de la région de Kent. Donc, le Centre de pédiatrie sociale couvre la région de Memramcook, mais également 3 régions dans Kent, donc Bouctouche, Richibouctou et Saint-Louis. Donc, un comité de démarrage s'est mis sur pied et plusieurs des partenaires que je vous ai nommés ont participé à ce comité-là et on s'est rencontrés de façon assez intensive pendant plusieurs années pour guider le processus de mise sur pied du centre, mais également l'implantation de l'approche. Donc, en juin 2018, le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance ont tenu une conférence de presse pour annoncer officiellement le financement pour un projet de pédiatrie sociale en communauté et également, comme Nathalie le mentionnait, le premier poste de pédiatre social en communauté de la province. Donc, je me souviens encore d'avoir été assise dans la salle pendant cette annonce-là. La salle était pleine à craquer suite à l'annonce, il y a eu une ovation dans la salle qui a duré plusieurs minutes. Donc, c'est vraiment une victoire qui a été partagée par plus d'une douzaine de partenaires qui représentaient beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'engagement également. Donc, je me souviens que j'ai eu des frissons et je vais vous avouer aussi que j'ai eu beaucoup de frissons en décembre 2019 quand on a tenu l'Assemblée générale de fondation du Centre de pédiatrie sociale. Et j'espère que vous allez avoir des frissons à entendre toute la passion dont peut faire preuve Dr. Deschênes. J'avoue que moi, c'est à peu près, je ne sais pas, peut-être la 30e fois que j'entends sa présentation. Je pourrais la dire presque par cœur également, mais je ne peux pas parler avec la même passion que Dr. Deschênes fait preuve. Donc, merci beaucoup de votre écoute. J'espère que je n'ai pas dépassé mon 5 minutes. Et Dr. Deschênes, je te cède la parole. Merci beaucoup, Estelle. Je vais essayer juste de vous mettre en tout petit en haut, là. OK, on y va. Bonjour tout le monde. Ça me fait un grand plaisir d'être ici. C'est un honneur toujours de parler de pédiatrie sociale en communauté parce que pour moi, à chaque fois que j'en parle, je m'inspire moi-même à me rappeler la profondeur et l'étendue des répercussions possibles des gestes qu'on pose en pédiatrie sociale en communauté. C'est un défi que je relance aussi parce que c'est mon premier webinaire et pour les gens qui me connaissent, je suis une personne qui se nourrit énormément sur les réactions des gens, les commentaires. Et là, il paraît que je vais parler tout seul et je ne verrai pas personne là, pendant 35-40 minutes. Alors, c'est un défi pour moi. J'espère toutefois, comme le mentionnait Nathalie au tout début, que vous n'hésiterez pas à prendre note de vos questions, à nous les partager. Et si jamais on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, ça me fait penser, Nathalie, j'ai oublié de laisser mon courriel sur la présentation. Bien, je pourrais mettre disponible, je le corrigerai ma présentation, ainsi, quand vous aurez sur le site, mon adresse courriel sera là, puis il me fera plaisir de répondre aux questions. Alors, on se lance, on commence. J'ai envie de vous proposer un petit parcours, un cheminement qu'on va faire aujourd'hui de réflexion. Pourquoi d'abord on arrive aujourd'hui, en 2020, provenant de Nouveau-Brunswick, de parler de pédiatrie sociale en communauté? Je veux spécifier en communauté parce que la pédiatrie sociale existe en Europe et fait appel beaucoup au travail interdisciplinaire et au regard d'une médecine sociale pour aider les enfants. Mais souvent, ces centres-là vont être implantés dans des milieux soit hospitaliers ou des plus cliniques, plus officiels, et non pas dans une communauté propre. Et ça a été un concept qui a été développé et peaufiné par la Fondation Dr. Julien. À chaque fois que je présente et qu'on me demande c'est quoi la pédiatrie sociale en communauté, je termine ma présentation et je me dis, mais mon Dieu, il y a tellement d'autres facettes que je n'ai pas adressées.
Et il y a de multiples volets à regarder. Il y a plusieurs regards et plusieurs tentacules de portée avec le mouvement de la pédiatrie sociale en communauté. Et aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est vraiment de rester un peu en surface, de faire un tour à vol d'oiseau et peut-être de plonger un petit peu plus là, au niveau du déroulement d'une clinique. Là. J'ai envie de le mettre en guillemets, comment ça fonctionne quand on rencontre les familles et l'enfant qui nous est devant nous. Je crois qu'en parlant de pourquoi on parle de la pédiatrie sociale, on va aussi comprendre d'où vient la philosophie derrière, le modèle, les réflexions, le regard, la nécessité de la souplesse dans nos interventions, la nécessité d'adapter notre rythme au rythme des familles tant que l'enfant a ses droits respectés. Ensuite, j'aimerais vous parler, comme je vous disais, là, de manière un petit peu plus pointue, de la méthode clinique sur le terrain, à quoi ça ressemble quand un enfant entre au centre. Et on parlera très brièvement des défis parce qu'ils sont nombreux et je veux laisser du temps suffisamment pour qu'on puisse répondre à vos questions. Alors, on y va. Je vais me permettre, pour commencer, de parler d'expérience. Je vais commencer par parler de ce que j'ai retenu de ce que Dr. Julien a partagé et je demande pardon d'avance à Dr. Julien si jamais je modifie quelque peu ses paroles, mais le message clé, je crois qu'il reste le même, peu importe les détails. Là. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a à peu près une trentaine d'années, Dr. Julien travaillait à titre de pédiatre. Et s'est vite rendu compte qu'il y a des familles pour qui le modèle de service médical pédiatrique semblait pas fonctionner. Soit que des patients se présentaient au bureau en suivi ou en première consultation et n'avaient pas adopté les conseils qui avaient été donnés. Malgré la bonne intention et la conduite à tenir très claire lors du rendez-vous précédent, il y a d'autres situations où les familles ne se présentent pas au rendez-vous sans aviser, sans... alors, ça reste une intrigue, ça reste pourquoi les gens, alors qu'on est là, disposés à les écouter, puis voulant se débattre pour aider leurs enfants, ne viennent pas. Étant qui il est, sans jugement, il s'est dit, ben OK, ben moi, je vais aller à leur rencontre. Et ça a commencé tout spontanément comme ça, avec un médecin qui a pris son vélo, son sac à dos, et qui est allé rencontrer des familles pour s'apercevoir que les familles l'accueillaient à bras ouverts, qu'ils étaient heureux que lui se déplace vers eux pour les aider. S'est joint à lui, et là, je ne me souviens pas en premier si c'était une infirmière ou une travailleuse sociale, mais là, il faisait équipe pour aller rencontrer les familles. Le temps faisant son travail, la communauté s'est mise à échanger entre eux et à parler de ce monsieur-là à bicyclette qui prenait le temps d'aller voir les familles. Et c'est venu aux oreilles d'un investisseur en immobilier du quartier qui lui a simplement dit « Écoute, l'hiver, je ne sais pas comment tu vas te débrouiller, mais moi, j'ai envie de t'offrir un petit coin au chaud pour tes familles si jamais elles voulaient venir te rejoindre. » Et c'est comme ça que tranquillement, un centre a pris forme. Dr. Julien me dit souvent, Hélène, c'était tout petit, là, les gens venaient juste, mais c'était un endroit de rencontre, c'était un endroit d'accueil où on pouvait parler des vraies affaires sans qu'il y ait d'interprétation fausse du quotidien, de la réalité et du vécu des gens. Étant dans la communauté, ayant pris son vélo, ayant vu la réalité des gens, les échanges étaient plus faciles. Il arrivait à comprendre maintenant le pourquoi des choses. Mon vécu à moi, similaire à ça, mais 25 ans plus tard. Alors moi, je suis pédiatre, je travaille dans une superbe équipe de pédiatres sous Vitalité ici à Moncton.
Et je dirais, il y a à peu près 12 ans maintenant, 10-12 ans, je vivais une insatisfaction professionnelle parce que la même chose m'arrivait, soit que les familles ne venaient pas ou n'arrivaient pas à mettre en place des conseils. Pourtant, simples, j'essayais d'y aller à petits pas, mais ils n'y arrivaient pas. Et aussi, la complexité des choses. Je suis une fille qui est curieuse et qui, au lieu de demander toujours qu'est-ce qui se passe, dans ma tête à moi, c'est pourquoi ça se passe. Et quand on ouvre cette porte-là, on fait face à une multitude de facettes de la vie des gens qui interagissent, ça rebondit, c'est dynamique, mais tous ces volets-là arrive à un point où la situation est X ou Y pour l'enfant. Et que si vraiment on veut adresser cette situation-là, bien, il faut aller à la source. Il faut... Et là, quand Hélène a réalisé ça, elle est un petit peu découragée parce que c'est beaucoup plus grand que moi, tout ça. C'est beaucoup plus grand qu'un médecin dans son cabinet ou un professeur à l'école. C'est beaucoup plus grand qu'un psychologue qui fait une évaluation. C'est beaucoup plus grand qu'un parent qui essaie de faire de son mieux. Et là, je suis en train de considérer même de peut-être changer de profession. Et ayant été toujours très ouverte avec mes patients et mes familles, il y a une maman qui était au courant de mon désarroi, mon questionnement professionnel. Et puis, elle m'est arrivée avec un livre, ce livre-ci, qui s'intitule « Tous responsables de nos enfants, un appel à l'action », qui a été rédigé par le Dr Gilles Julien lui-même et maître Hélène Sioui-Trudel. Et elle m'a montré un paragraphe en particulier et c'est là que j'ai découvert le modèle proposé par Dr Julien et toute son équipe de pédiatrie sociale en communauté. Et j'y ai vu là des opportunités énormes. J'y ai vu là une possibilité, disons, un potentiel d'aider concrètement les enfants, d'aller en profondeur pour changer vraiment à la source les choses qui doivent être changées finalement. Sinon, c'est juste mettre des pansements sur des bobos qu'on ne guérit pas vraiment. Alors, voici, première question. Est-ce que vous avez fait de tels types d'observations dans vos milieux? Par rapport à, je fais allusion à les résultats des conseils que vous donnez. Vous sentez-vous seul? Avez-vous l'impression qu'effectivement, c'est beaucoup plus gros que vous? Sentez-vous qu'il manque de collaboration? Même si tout le monde semble vouloir travailler en équipe, il y a des trous, il y a des failles, on ne réussit pas. Il y a toujours un petit trou que, oups, là, il y a une famille qui glisse là. Je vous laisse répondre. Nathalie, les gens ont combien de temps pour répondre? Alors, on devrait voir apparaître les résultats à l'écran bientôt. D'accord. Ah! Aïe, aïe. OK. Merci. 100% des gens, donc 39 des gens qui ont répondu disent qu'effectivement, eux aussi constatent ces trous-là, ces manquements. Alors, je vous parlais d'adresser le quoi, le pourquoi. Et je pense que le pourquoi est vraiment ce qui est le plus important si on veut adresser les vraies choses. Et quand on regarde les multiples facettes, c'est chacune des facettes de son expertise propre. Si je donne un exemple plus concret, par exemple, si je veux adresser le poids d'un enfant, c'est très médical, mais on va y aller avec ça. Un enfant qui m'arrive, on en a un par exemple présentement qui nous inquiète beaucoup, il a 11 ans, il pèse 180 livres, il ne mesure pas 4 pieds, il n'est pas capable d'attacher ses souliers. Il a 11 ans. Alors, c'est une famille aimante et pleine de bonne volonté et qui a eu des consultations en diététique, qui a eu mais ça ne fonctionne pas.
Mais il reste que Hélène, même si elle veut aller à la maison, elle n'a pas l'expertise d'une diététiste. Donc, on a besoin d'avoir une diététiste qui se joint à nous. Mes frustrations, c'est que la diététiste va y aller une fois, donner des conseils. Vous connaissez le modèle. Retourner, voir une autre famille et reprendre contact peut-être dans un mois. Sans aide concrète et très présente, presque au quotidien, il faut quasiment vous connaissez les grands frères, grands sœurs, là, il faut quasiment une grande sœur diététiste qui accompagne main dans la main la maman à faire ces changements-là à la maison. Et ça, c'est pas facile. Donc, il y a le diététisme, puis il y a tout ce qui est évaluation psychologique, mais suivi psychologique aussi. Il y a tous les milieux de stimulation de l'enfant et du cerveau, par exemple l'art-thérapie, même l'implication des animaux. Il y a tout ce volet-là que je n'ai pas. Je vous parle de ça parce que je vous dirais que depuis 10 ans, c'est surtout des troubles de santé mentale qu'on voit. Avant, je pouvais voir des convulsions, des choses, comme je disais à mes collègues en travail social, simples pour moi. Mais maintenant, ce que je vois, c'est des refus de manger, du mutisme, de l'insomnie, des maux de tête, des maux de ventre, sans cause organique, mécanique, vraiment. Et là, c'est beaucoup plus complexe. C'est beaucoup plus dans les nuances, dans les subtilités et réfère beaucoup plus au vécu des parents, parce qu'eux ont eu une enfance aussi. Avec la pédiatrie sociale, on a donc envie de dire ceux qui ont eu moins devraient avoir plus. Donc, on devrait favoriser des corridors de collaboration qui vont plus vite pour ceux qui ont moins. C'est bien beau donner la même chose à tout le monde, mais si tu restes en arrière de la clôture, tu n'as pas le potentiel de découvrir le monde, tu n'as pas le potentiel de t'exprimer toi aussi, de donner ton opinion. Et ce n'est pas de dire que lui qui est derrière la clôture n'a pas d'aspiration. Au contraire, il en a. Et c'est même ses rêves qui vont lui permettre de survivre souvent. Mais je crois qu'il est de notre rôle maintenant d'ajuster notre tir et d'être beaucoup plus présent. En intensité, parce qu'ils ont besoin de plus. J'ai déjà entendu parler, puis ça m'a été rapporté par d'autres collègues qui parlaient de pédiatrie sociale, des gens qui disent « ouais, ben c'est pas juste, lui il a accès à ça, mon garçon n'a pas accès à ça, lui, oui, mais toi, tu n'es pas en milieu où ton garçon ou ta fille sont dans un milieu qui va quand même lui permettre d'être stimulé. Nous, on a besoin de passer par d'autres voies parfois pour l'amener en haut de la clôture, pour qu'il puisse voir l'autre côté. Il y a comme aussi une responsabilité de mettre nos décideurs et tous ceux qui soignent les enfants, de dire il faut une base pour fonctionner. Je m'excuse pour la résolution de l'image ici. Au Nouveau-Brunswick, je pense dans notre région, on est la première ville, là, je pourrais me faire corriger par un de mes amis, mais l'accès au Wi-Fi est très facile chez nous. C'est drôle de dire ça quand c'est pas tout le monde qui mange à sa faim. C'est comme si nos priorités ont dérapé à un moment donné et on a oublié l'essentiel. Donc, la pédiatrie sociale va vous dire, on aime considérer l'individu dans son système biologique et génétique, dans sa condition médicale, s'il y en a une, aussi dans son système familial, ses influences, ses guides, à quoi ça ressemble, d'où ils viennent, quelles sont leurs forces, leurs vulnérabilités. Et ces familles-là s'inscrivent aussi dans une communauté qui a cette dynamique propre, qui elle-même fait partie d'un schème culturel de pensée, de fonctionnement, puis dans un environnement aussi physique. Est-ce qu'il y a des parcs? Est-ce qu'il y a des choses facilement accessibles pour favoriser tel ou tel comportement humain? Ceci est dans un régime politique provincial, fédéral, dans un pays. Donc, vous me voyez venir et de considérer uniquement l'enfant qui se présente au bureau, c'est un petit peu ridicule parce que la pression que l'enfant reçoit, parce qu'il a maintenant accès au monde, la famille le ressent aussi. Et les pressions que nous, en tant qu'individus, on ressent à fonctionner dans notre système,
l'écosystème familial est soumis aux mêmes pressions de performance, même pression, et tous n'ont pas eu le prérequis pour être un parent good enough, comme disait un de nos grands pédiatres. Donc, il est indispensable, si on veut vraiment prendre en charge un enfant, d'agir à tous ces niveaux-là en ayant en tête le bien-être de l'enfant. Donc, il nous faut, oui, parler à l'enfant, mais il faut aussi regarder l'état de la famille, il faut regarder l'état de la communauté dans laquelle il vit, utiliser les forces, créer des partenariats, aller cogner aux portes, être créatif. Aussi, utiliser les services publics qui sont là parce qu'il y a des beaux services qui aident beaucoup de gens, mais nos populations plus vulnérables qu'on choisit de desservir souvent vont y aller, mais de manière un peu hésitante. Ils pousseront pas, maximiseront pas les bienfaits du service qu'on leur a présenté. Parfois, le service est intimidant aussi. C'est au téléphone, un questionnaire avec un vocabulaire qu'on ne comprend pas trop. On vous remet des papiers quand on sait qu'un grand pourcentage de notre population est analphabète fonctionnel. On n'y arrive pas. On donne des adresses de sites Internet. La semaine dernière, j'ai une maman qui m'écrivait par courriel parce que nos familles ont mon courriel, puis mon texto, puis... et puis elle me dit, je suis allée voir mon médecin de famille, elle m'a donné un site Internet à regarder pour savoir comment introduire les aliments, mais Hélène, je peux pas, je suis débordée, je suis fatiguée, je dois... Alors, je la prends pas à pas. Je dis, OK, cette semaine, on fait ça, la semaine prochaine, on fait ça, ça me prend 2 minutes. Envoyer un courriel, elle me répond. Au besoin, on fait une petite conférence Zoom, on s'en vient bon là-dedans maintenant, vite, vite, et puis on met les choses à l'heure, la maman se sent confiante, elle se sent compétente, donc ça a des répercussions très positives. Alors, il faut tenir compte de toute cette réalité-là quand on veut aider un enfant. D'ignorer les besoins de la famille, c'est d'ignorer, c'est d'amputer l'enfant d'un potentiel d'être bien encadré. Donc, je donne l'exemple, si par exemple une famille est très inquiète parce que le plus grand va aller pour une entrevue, mais nous vraiment la référence qu'on a eue, c'est la petite sœur de 3 ans, mais ce grand frère qui va aller à une entrevue pour un emploi n'a pas de vêtements appropriés pour aller à l'entrevue. On va lui proposer de l'aider à trouver. On va peut-être même lui proposer de faire des pratiques avec nous d'entrevue, voir qu'est-ce qui pourrait être. On va le guider parce qu'on sait que cette anxiété-là, une fois diminuée, va calmer le parent, le mettre en état de disposition à regarder et interagir avec son enfant. C'est payant pour tout le monde. On ne réalise pas, je pense, on le réalise parce qu'on l'a vécu avec nos petits bébés. Ceux qui ont des bébés présentement, vous le vivez aussi. C'est fou, là, tout ce qu'il faut gérer en même temps. Alors, imaginez-vous être un peu fragile au niveau émotif, pas avoir la capacité de se raisonner. On perd vite les pompons, là. Et puis, c'est pas parce qu'on est un mauvais parent que nous... C'est pas parce que nos intentions sont mauvaises. Donc, il y a toute la notion de jugement du mauvais parent. Je le vois, cette pensée binaire-là, là, du bon ou du mauvais. La pédiatrie sociale vous demande, en communauté, va vous demander d'avoir un regard plus développemental, un continuum, d'où ça vient, où est-ce qu'on va, avec toutes les affluences qui viennent de tous les sens, mais pas de porter un jugement de bien ou de mal. On s'en va nulle part avec ça, d'essayer de catégoriser les choses. Ce qui est le fun avec la pédiatrie sociale qui s'est développée vraiment de manière instinctive par le Dr Julien et maintenant supportée par les neurosciences. Donc, je pense que je ne vous apprends rien sur l'importance de l'attachement. Je vous apprends, j'espère, rien sur l'impact du stress toxique dans un cerveau qui se développe à une vitesse folle et une mémoire des événements vécus qui
même structure notre cerveau, notre regard sur la vie. Il va faire de nous un être rendu à l'âge adulte, ouvert, respectueux ou complètement renfermé, grincheux, qui ne veut pas s'impliquer, ou au contraire, une personne responsable, engagée socialement, empathique, qui comprend les nuances et qui n'a pas cette pensée binaire-là. Apparemment, tout ceci se passe dans les premières années de vie, peut-être même les premiers mois de vie, dépendamment du type d'interaction qu'on a donné à notre enfant. Maintenant, il faut savoir que le cerveau d'un enfant est hautement j'aime pas dire plastique, mais la plasticité du cerveau est très, très grande, justement parce que l'effervescence des connexions neuronales est tellement grande qu'il y a moyen de rediriger un petit peu. Donc, il ne faut pas se décourager si on a une situation où l'environnement est très peu propice à l'enfant. Il y a toujours possibilité d'améliorer les choses et de changer même la structure anatomique du cerveau de ce bébé-là. Et ça commence dans la bédaine. Maintenant, on sait certainement, et dépendamment, les stress toxiques sont vécus à quelle période de la grossesse, l'impact sera différent au niveau de la structure et du fonctionnement cérébral. Donc, il faut prendre soin de nos mamans enceintes. Il faut diminuer leur stress le plus possible. Je dis le mot diminuer le stress, je dis la phrase, puis j'ai envie de rire parce que on dirait que tout va à l'inverse dans nos sociétés. Être bien, ce n'est pas suffisant. Il faut toujours être mieux. Il y a toujours cette sensation-là qu'on ne fait jamais assez. Et je peux juste voir, venant d'un milieu vulnérable, puis moi, je ne suis pas issue d'un milieu vulnérable du tout. J'ai eu des difficultés à l'enfance, comme beaucoup de gens, mais j'ai probablement été bien encadrée quelque part, parce que je n'ai pas si mal viré que ça. Mais je ne peux juste pas imaginer vivre dans un milieu où les conditions de vie sont difficiles, où on a une insécurité constante, soit par précarité économique ou dans la relation, aucun soutien, aucune épaule, aucun regard, juste un regard qui critique, qui juge dans les relations de couple qui sont plus ou moins saines, par exemple. Qu'est-ce que c'est que de vivre dans le stress d'aujourd'hui? Ça peut juste se rendre aux enfants. Un centre de pédiatrie sociale qui veut se développer est en fait un organisme à but non lucratif et qui va fonctionner un petit peu comme une entreprise sociale, dans le sens où elle va chercher à faire des levées de fonds, effectivement, pour redonner à la communauté. Je pense qu'ici, je ne vous apprends pas grand-chose. Il y a effectivement l'intervention clinique avec l'enfant qui est référé. On va pousser beaucoup sur l'éducation de la famille, de la communauté, mais on va aller au-delà des écoles, des universités, des collèges, de nos politiciens. On sent vraiment un besoin d'être la voix des enfants. On vise à responsabiliser, engager les gens. On compte sur un grand nombre de bénévolats. C'est fou le nombre de gens qui aident, par exemple, la Fondation Dr Julien à Montréal au moment de la guignolée. Il y a des centaines de bénévoles qui se mobilisent pour contribuer. C'est tellement beau de voir ça. Chez nous, à Memramcook, on a plus d'une soixantaine de bénévoles aussi et qui, comme mon bras droit me rappelle souvent, sont actifs, ils sont présents, ils n'ont pas juste mis leur nom sur la liste. Un centre de pédiatrie sociale est ouvert à la créativité. Donc, si un enfant se présente à vous, vous regardez les services qui existent parce qu'on cherche à ne pas dupliquer du tout. Et le besoin ou ce qu'on semble avoir, la zone sensible qui ne semble pas être adressée chez l'enfant, on va chercher, innover avec ce qui existe dans la communauté et les forces de l'enfant pour le mettre sur place, pour lui permettre de se développer. Les levées de fonds, j'en ai parlé. La recherche, je vais en parler sans tomber dans la recherchite. Je pense qu'il est important de documenter ce qui a été payant, les mauvais coups, les bons coups, ce qui a vraiment aidé une plus grande partie des gens ou ce qui a une action qui a aidé particulièrement un type de gens ou d'enfants. Un centre de pédiatrie sociale est d'abord et avant tout, implanté dans le modèle initial, c'est implanté dans un quartier. Il va desservir les enfants de telle rue à telle rue et telle rue à telle rue.
Donc, il y a un maximum d'enfants qu'on va desservir parce qu'on ne prend pas les autres d'ailleurs. On s'occupe ceux qui appartiennent à cette communauté-là et on demande à cette communauté-là de s'occuper de ces enfants, de s'engager. Et ils bénéficient de l'expertise de multiples professionnels qui sont au centre pour travailler. Un médecin, un travailleur social, je vais le voir un petit peu plus loin, il y a souvent une expertise dans le droit de l'enfant qui est présent, mais on aura des psychoéducateurs, des éducateurs spécialisés, l'aide aux devoirs, la musicothérapie. Enfin, il n'y a pas de limite à ça. Et le centre se doit donc, étant implanté dans le quartier, un peu comme la station d'essence ou le restaurant à pizza du coin, se veut très informel, mais il se doit, lui aussi, d'être à l'écoute des besoins du quartier. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, à Hochelaga, c'est à Côte-des-Neiges. Ils ont, il y a quelques années, remarqué que beaucoup de leur population immigrante amenaient des enfants atteints d'autisme. Et les garderies et les écoles étaient démunies face à cette arrivée-là de troubles de développement et ont eu besoin d'aide. Le centre s'est mobilisé pour ce quartier-là pour aider les écoles, les garderies à s'occuper des enfants. Donc, il faut être capable de se tourner sur une scène, comme on dit chez nous, pour répondre aux besoins du quartier. Il y a aussi un grand volet qui touche aux droits des enfants. Parce que le droit des enfants existe. Et je vous amène ici ma deuxième question. Êtes-vous familier avec la Convention internationale relative aux droits de l'enfant? Je vous laisse répondre. Docteur Deschênes, c'est Nathalie, pour rappeler qu'il nous reste environ 10 minutes. Parfait, merci. Alors, je vois 45% oui, est familier et 55% de vous dites non, sais-tu, je n'ai pas entendu parler de ça. Et ce n'est pas surprenant parce que l'enfant est rarement mis de l'avant dans nos... à part pour justifier nos systèmes qui desserrent l'enfant, comme le système d'éducation, le ministère de l'Éducation, l'enfant est rarement mis de l'avant. On vit vraiment dans un monde d'adultes. La Convention des droits de l'enfant date de 83, je crois, a au-dessus de 42 articles. Ce que j'ai bien aimé avec la Fondation Dr Julien, en particulier avec maître Hélène Siwi-Trudel et son équipe, ils ont regroupé ces droits-là en 7 grands principes. Et tout à l'heure, je vais vous donner le site de la Fondation, mais il y a vraiment des belles capsules de formation qui résument très, très bien et vous pourriez facilement vous familiariser avec ça. Je n'en parlerai même pas ici, mais je vous invite à aller faire du Wikipédia et des livres, de vous trouver des livres sur cet homme qui a été vraiment le papa des droits de l'enfant. Son œuvre est immense. Alors, puisqu'il doit rester comme 8 minutes, je vais vous amener sur le terrain clinique. Donc, vous devez comprendre qu'un centre de pédiatrie sociale est une petite maison sur la rue, souvent située très proche de l'école, là où ça bouge un peu, qu'il y a de l'action, donc pas trop isolée. Elle est visible des gens, sans être une institution ou une clinique formelle. Elle se veut accueillante et chaleureuse de l'extérieur et à l'intérieur aussi. Donc, on entre, il y a effectivement une salle d'attente, mais qui ressemble pas mal, j'ai un monsieur qui m'avait dit, c'est un salon de coiffure ici? Je dis, non, on peut vous couper les cheveux si vous voulez, mais c'est pas un salon de coiffure. Ou une garderie, donc c'est très, c'est pas intimidant, tu te sens chez toi, c'est pas trop guindé, c'est très simple, mais accueillant, coloré. On voit est-ce qu'il y a un accueil bienveillant. Donc, une personne qui est à la réception, qui est beaucoup plus qu'une réceptionniste, vraiment, ou une secrétaire médicale. Quand une famille se présente chez nous, elle sort derrière son bureau, elle va accueillir à la porte. S'il y a une poussette, des sacs à dos, des sacs, elle va aider la famille. Elle va leur offrir un café, des fruits si on en a. Donc, elle va aller
prendre des nouvelles, comment ça va. Si c'est la première visite, qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui vous a référé? Comment vous vous sentez? Êtes-vous inquiet? Donc, déjà en partant, il y a une bienveillance et un accueil. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de référence d'un médecin. Donc, contrairement à une clinique médicale, par exemple, pour venir me voir dans le modèle plus traditionnel qui existe encore et qui est très bien, mais celui-ci vous propose plutôt d'ouvrir les références des gens du quartier pour les gens du quartier au centre. Donc, un professeur, une voisine, ma tante, une maman, un enfant même peut faire une auto-référence en rentrant puis en disant « j'ai besoin d'aide ». Je suis convaincue qu'il y a des familles qui doivent passer devant le centre et pas entrer. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui dit « OK, à matin, j'y vais là ». Et ils rentrent puis ils viennent consulter. Et il faut être là à ce moment-là. Donc, c'est important d'avoir un point d'ouverture prêt à répondre quand les gens, le momentum est bon. On ne ferme jamais un dossier chez nous. Même si à un moment donné, une famille semble ne plus vouloir venir autant, on va continuer de temps en temps à prendre contact. Et si, au bout de quelques mois, la famille dit « Ah, j'aimerais ça revenir », pas de problème, on ne repart pas à zéro. On fait le continuum, la trajectoire de la famille. On va savoir, on va s'informer sur qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est vu, bien sûr. Puis après, on continue ensemble, pas plus que ça. Le droit de l'enfant et le besoin de l'enfant restent au centre de notre préoccupation. Mais comme je disais toujours, on ne peut pas aider l'enfant si on n'aide pas tout le monde autour qui ont besoin d'aide. Et c'est beaucoup plus grand que nous. Donc, on a besoin de solliciter aussi les forces de ces gens-là, parce que tout le monde a des forces. On va adresser les difficultés, mais on va aussi mettre l'emphase sur ses intérêts, ses rêves, ses goûts, ses forces. Donc, concrètement, on peut recevoir, par exemple, une référence d'un professeur d'école. Nous, on s'est bâti un petit formulaire écrit, là, et il nous donne le plus gros de l'information. Puis le premier contact va se faire soit à l'accueil, si la personne se présente directement, ou le plus souvent par téléphone. Donc, ça va souvent être une travailleuse sociale qui va prendre contact avec la famille pour essayer de comprendre le contexte, faire le premier contact. Ce n'est pas un questionnaire avec un checklist, c'est une conversation où on apprend à se connaître tranquillement. On n'a souvent pas toutes les informations et c'est correct. Et on va les inviter à une rencontre, la première rencontre qu'on va appeler évaluation-orientation. Et là, on va essayer de tirer le maximum d'informations qu'on peut, mais encore une fois, de manière très informelle. Donc, autour de la table, on aura la travailleuse sociale, le médecin, et on aura tous les gens qui veulent venir, qui veulent donner leur point de vue sur la situation de l'enfant, et il y aura l'enfant. Et lui aussi a sa place à parler, puis à entendre tout ce qu'il y a à se dire autour de la table qui le concerne. Suite à ça, on va l'approche, et vous voyez la petite bonne femme à côté, là, il y a la méthode qui est proposée par la Fondation Dr Julien, que j'aime bien, c'est la méthode APCA, donc apprivoiser, partager les choses ensemble, comprendre, donc nous comprendre la réalité, mais eux comprendre aussi le vécu de l'enfant. Et c'est là, j'en parle ici quand je termine avec l'évaluation orientation, parce qu'on termine avec un plan d'action. On ne reste pas juste dans la contemplation des difficultés. On fait un plan, on essaie d'être très, très concret dans l'action. Et je vous dirais que mon expérience dans les quelques années qu'on a commencé, on se promène dans ça. L'apprivoisement, à un moment donné, parce que c'est souvent des familles qui ont été blessées par le système, jugées, mis de côté, et même jugées par leur propre communauté. Donc, il y a tout un travail à faire au niveau communautaire aussi. On pense que l'apprivoisement est fait et là, arrive une petite chose et les défenses reviennent. Et même après 2 ans de suivi où on pense que il faut retourner à cette étape-là. Et ça, c'est parfaitement humain. Et c'est toute beauté. Il ne faut pas baisser les bras rendus là. On planifie des rencontres subséquentes. Donc, souvent, la première rencontre va essayer de se faire à l'intérieur de 3 mois après la référence, avant si c'est possible. Puis les rencontres subséquentes, on va les faire aux 3 à 6 mois. Moi, il y a des enfants que je choisis de voir plus, souvent, parce que je sens que le parent a besoin d'un peu plus d'accompagnement et
on n'a pas encore la panoplie de services que la Fondation Dr Julien, après 30 ans d'existence, ont pu mettre sur pied. Nous, on est 4 chez nous. En plus de l'approche individuelle, on aura aussi des approches de groupe. Donc, au centre même, il y aura des activités pour les jeunes qui sont desservis par les gens du centre. Des activités, ça peut être de l'aide aux devoirs, ça peut être des cours de musique, ça peut être nommez-les. On va aussi faire des activités pour le quartier, pour les jeunes du quartier. Tu n'as pas besoin de t'inscrire, là. Tu arrives, il y a une activité qui est là et tu es bienvenue de venir. Ça renforce le tissu social, les familles se rencontrent, les jeunes se rencontrent. Ça nous permet, nous aussi, dans la communauté, de repérer les jeunes qui ont peut-être passé là, inaperçus, mais un retard de langage, un petit problème moteur, un enfant qui semble malhabile socialement ou plus en retrait, et tranquillement de l'inviter, de l'insérer dans les activités, de rencontrer la famille et peut-être à un moment donné dire « ça vous tente-tu de venir faire un tour au centre? Peut-être qu'on pourrait vous donner un coup de main. » Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va développer chez nous bientôt, j'espère. Et comme je disais tout à l'heure, on va répondre aux demandes du quartier. Pour moi, qui viens du monde médical, c'est un énorme changement de culture. Et les gens avec qui je parle, de manière générale, qu'ils soient du monde politique, économique, développement, ou même du milieu de la petite enfance, vont dire « Ouf, il faut comme restructurer les cerveaux des gens pour amener, par exemple, le garagiste à offrir 1 heure de son samedi matin à un petit garçon de l'école qui a des gros troubles d'apprentissage, mais qui adore la mécanique. » Il faut amener les gens à donner simplement pour donner, parce que c'est bon pour leur communauté. On me dit des messages clés, hein? Ils disent, Hélène, Nathalie et Estelle m'ont bien dit, là. Je crois que le service actuel de santé, développement social, éducation, justice fait un bon travail pour un certain groupe de population, pour un certain type de population. Mais il y a clairement un groupe qui tombe en 2 chaises. Il y a clairement des enfants qui sont laissés pour compte. Ceux qui ont des départs difficiles dans la vie n'ont pas accès. Malgré la meilleure volonté de tous et chacun, il y a des trous, des gros trous. Et je crois qu'il faut ajouter des cordes à notre violon. Et c'est ce que le modèle présenté par la pédiatrie sociale en communauté de la Fondation Dr Julien, je parle d'eux parce qu'ils ont 30 ans d'expérience, ils ont une crédibilité, ils ont vécu des succès, les familles, les enfants en parlent. Pourquoi réinventer la roue? On a quelque chose qui fonctionne très, très bien. Et en plus, ils veulent partager ce qu'ils ont appris, acquis, et veulent travailler en partenariat. Alors, je me dis, il faut aller voir sur ce côté-là. Pas juste pour des raisons éthiques, morales ou même de santé, comme je disais, mais encore plus au niveau, je vous dirais, économique et même politique. Ces enfants-là qu'on a maintenant, c'est eux qui vont nous aider quand on sera plus vieux. Il en revient aussi d'une prospérité canadienne parce qu'en investissant maintenant dans ces cerveaux-là, on va créer des gens responsables et engagés. Et je pense que ça nous concerne tout le monde. Il est vrai que souvent, on positionne l'enfant comme étant un futur adulte. Je veux bien le voir comme ça, mais ce futur-là se joue maintenant, au présent. Donc, il y a un paquet de choses qu'il faut faire maintenant. Et ça revient à la phrase d'Estelle, que j'aime bien, on boucle la boucle. Il faut tous se mobiliser maintenant pour arriver à bien entourer l'enfant. On ne peut pas exiger d'une famille maintenant d'à lui seul répondre à tous les besoins, comme on ne peut pas demander à l'école uniquement, comme on ne peut pas, il faut se serrer les mains et même quand on n'a pas d'enfants nous-mêmes, se sentir responsable de ces petits qui courent dans nos rues, qui rient ou qui pleurent dans leur petit coin de maison. Voici le lien dont je vous parlais tout à l'heure. Honnêtement, là, allez-y, il y a des belles petites capsules, pas trop longues, c'est pas lourd, et vous arriverez à vous faire une meilleure idée de ce qu'est la pédiatrie sociale en communauté. Je vous amène la 3e et dernière question. Seriez-vous intéressé par une série de webinaires qui irait plus en profondeur sur les multiples volets du modèle? Est-ce que vous aimeriez qu'on en fasse, oui ou non?
Alors, bien entendu, vous êtes invité à cocher la case qui correspond à votre réponse, à votre souhait. Oh, ben c'est le fun, ça. OK. Du boulot en perspective, Hélène et C'est Estelle. correct. Merci beaucoup. Puis écoutez, pendant que vous parliez, les minutes filent. Alors moi, j'aimerais vraiment lancer la période de questions aux gens. Si vous voulez cesser le partage de votre écran, s'il te plaît. Ah oui, d'accord. Et puis, donc, il y a beaucoup de messages qui rentrent dans la boîte chat pour remercier pour la qualité de la présentation, la thématique et tout ça. Et puis, si vous voulez formuler vous-même votre question et parler, vous pouvez simplement le signifier et on ouvrira votre micro. Alors, je me demandais, est-ce que Martine Poirier, on a une première question de la part de Martine Poirier. Puis je ne sais pas, Martine, si vous vouliez poser vous-même votre question ou si vous souhaitez que je la lise. Mais la question de Martine était, Docteur Deschênes, pourriez-vous nous parler d'exemples de cas fréquents qui vont vous voir? Quelle était la raison de leur consultation? La majorité des enfants qui sont présentement référés, je vous dirais, nous sont référés de l'école ou d'un service ici qu'on a qui s'appelle Famille et Petite Enfance, où on est inquiet soit sur le développement socio-affectif de l'enfant ou des troubles de comportement. Puis l'autre, souvent c'est associé à des troubles d'apprentissage qu'on découvre un petit peu plus tard. L'autre volet, donc ça, je pense à une communauté en particulier. Comme Estelle disait au départ, on dessert 3 autres communautés. Quand je pense à une autre communauté, c'est vraiment de la précarité sociale, des enfants qui n'ont pas appris à interagir avec d'autres enfants, qui n'ont pas de rituel social, qui ne savent pas comment interagir, la base. Là. Et on regarde le milieu, les parents sont souvent des familles très isolées, qui n'ont pas beaucoup de support, qui ont, eux, pas pu bénéficier de ces enseignements-là aussi. Des parents aimants, mais qui vivent énormément de stress, préoccupés par autre chose, qui n'ont peut-être pas eu un regard aussi attentif qu'ils auraient voulu vouloir donner à leur enfant. Je dirais que ça touche beaucoup là, santé mentale, développement, d'autisme, évidemment. Ils nous sont tous référés pour un déficit d'attention, mais quand tu questionnes un petit peu, tu vois qu'il y a de quoi être hyperactif. Ce n'est pas la médication qui règle nécessairement le problème. Ça ressemble à ça, la plupart des références. Parfait. Merci beaucoup, Hélène. D'autres questions? Quels ont été, de la part de... quels ont été les indicateurs, les données utilisées pour déterminer le choix du quartier dans lequel vous vous êtes installé? Alors, nous, on a regardé le rapport de... Estelle, comment il s'appelle? On a regardé... C'est les profils communautaires du Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick. Excellent, c'est ça que je voulais dire. Donc, on s'est fié pas mal sur ça pour cibler, mais je vous dirais qu'il y a eu aussi une partie de... Je pense que l'univers m'a envoyé dans une direction aussi, là, par exemple, Memram Cook, je ne connaissais pas Memram Cook plus que ça, mais il y a des enfants là, il y a une école là. Mais l'opportunité d'avoir un local qui était différent, qui était facilement aménageable dans le modèle que la pédiatrie sociale propose puis que j'avais en tête, était plus facile là. C'est pas très loin de chez moi, c'est à 20-30 minutes en auto. Pour moi, c'est pas grand-chose de me rendre là, donc c'était facile. Et on tombait dans une communauté qui avait des besoins aussi. Une communauté qui est à 20 minutes de Moncton, mais il n'y a pas d'autobus public pour aller. Il y a beaucoup de familles qui n'ont qu'une seule voiture ou pas de voiture du tout. Donc, il y avait certainement un besoin dans cette région-là. Pour les autres régions, c'était vraiment avec les informations qu'on a eues de ces évaluations statistiques-là des populations. Et moi, j'avais déjà des familles dans ma pratique traditionnelle qui venaient de ces régions-là. Et je voulais absolument les garder parce que je savais que la pédiatrie sociale pouvait les aider. Parfait. En passant, cette question-là venait d'un intervenant, Jérémy, de la part en provenance de Dick Elwitt. Ah, cool! Oui.
Et puis, Jérémy avait une deuxième question. Il disait, comme il s'agit souvent de contextes de pauvreté socioculturelle, j'aimerais savoir comment fonctionnent les liens de référencement avec certains services de santé mentale, comme par exemple le neuropsychologue, le pédopsychiatre. C'est l'enfer pour nous aussi parce que les besoins sont tellement grands et malgré la bonne volonté de tout le monde, il y a des listes d'attente, il y a une attente et comme je disais, on travaille à développer un petit peu des corridors de collaboration. J'essaie moi aussi comme médecin de développer une petite expertise en pédopsychiatrie aussi pour essayer d'aider en attendant de voir le pédopsychiatre. Il y a une pédopsychiatre que j'appelle qui va me dépanner et qui va, dans un temps relativement court, accepter de voir l'enfant. Mais ça, c'est 1 mois, mettons. Moi, je voudrais qu'elle voie l'enfant le lendemain là, ou la semaine prochaine, mais ça va prendre un bon mois. Maintenant, pour ce qui est des psychologues, pour des évaluations psychométriques, on a les 2 mains liens aussi. On est complètement dépendant d'un programme ici qui s'appelle la prestation des services intégrés où leur équipe décide la priorité de quel enfant doit être évalué. Et souvent, il faut que je cogne très, très fort pour que notre enfant soit priorisé. Ça y va à premier arrivé, premier venu. Et s'ils sont dans le milieu scolaire, c'est là où l'école va mettre la priorité. Ils vont écouter l'école. Mais un centre de pédiatrie sociale qui est bien développé, comme par exemple à Montréal, qui a plusieurs années d'expertise, qui est capable de s'appuyer avec des levées de fonds, ont leur psychologue, ils ont leur psychoéducateur. Et certains vont dire, ouais, ben c'est pas juste. Ben, moi, je pense que ça déloge le système public aussi. Donc, on va être capable d'adresser dans le système public des enfants plus rapidement et adéquatement, qui va soulager un paquet de monde aussi, tout en adressant nos besoins plus rapidement. Bon, écoutez, on arrive tout près de la durée de notre webinaire, sauf que j'aurais le goût de, bien entendu, je vous invite je veux vous dire que le webinaire d'aujourd'hui a été enregistré, que les gens pourront réécouter l'enregistrement à partir de la semaine prochaine et consulter la présentation de Dr. Hélène Deschênes. Puis de même, sur le site Internet de la Société Santé en français, vous trouvez tous les webinaires passés qui y sont. Je veux aussi vous dire que moi, j'ai une dernière question à poser au docteur Deschênes avant qu'elle nous quitte ce midi. Si vous avez le temps de rester quelques minutes. Oui, absolument. Mais lorsque vous quitterez, après que Dr. Deschênes aura donné sa réponse, vous allez voir apparaître à votre écran un sondage. Et ça ne prend que quelques minutes, mais on vous invite fortement à prendre ces quelques minutes à répondre au sondage pour nous donner une rétroaction par rapport au webinaire qui a été présenté et peut-être nous suggérer des sujets à venir pour d'autres webinaires. Je terminerai peut-être ce webinaire-là par la question d'une personne d'aujourd'hui qui disait, qui est la suivante, quel serait un moment fort de votre carrière de pédiatre social? Je trouvais que ça faisait une belle conclusion, ça. Il y en a plusieurs. Moi, personnellement, ce qui m'allume, c'est les enfants. Fait que juste être en présence d'un enfant, pour moi, je me sens chez moi, peu importe ses difficultés. Mais je vous dirais de voir qu'une action concrète, simple, endossée par la communauté, donc des citoyens. Par exemple, on avait un petit coco qui avait des gros troubles relationnels avec son papa. Mais les deux avaient envie d'apprendre la guitare. Ben, la travailleuse sociale, elle lui a trouvé une guitare. Là. On est allé sur Facebook. On a demandé à nos amis musiciens. On a une guitare, un ampli, et maintenant, ils suivent des cours de guitare ensemble. Et ça va bien. Ça va mieux. Il y a moins de troubles de confort. Ce qui me plaît, je pense, c'est d'adresser au niveau développemental des choses qui font Les gens parlent de prévention. Moi, je crois que c'est de l'intervention qu'on fait au niveau cérébral quand on facilite le développement d'un cerveau via des gestes simples du quotidien que nos familles n'ont pas le temps de poser. Donc, de remettre l'enfant sur sa trajectoire de développement, puis d'agir. Les moments forts, c'est quand on est capable d'agir, puis de créer quelque chose de nouveau et faire des changements.
Et c'est sans doute ce qui donne la force de continuer malgré les défis. C'était une autre question qu'on aurait pu aborder, mais à travers la réponse que vous venez de donner, je sens que c'est ce qui alimente, ce qui nourrit aussi, ce qui procure une force à continuer. Docteur Hélène Deschênes, première pédiatre sociale en communauté au Nouveau-Brunswick, merci beaucoup de votre présentation d'aujourd'hui. Merci également à Estelle Lantaigne, DG du RAOS de la SMEF. J'ai l'impression que vous serez définitivement, mesdames, invitées à poursuivre l'apprentissage autour de la pédiatrie sociale en communauté. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites et bonne continuation dans toutes vos activités. Au revoir à tout le monde. Merci. Merci. Au revoir. Bonne été tout le monde.